Comme chaque début d'année, c'est la distribution de récompenses pour avoir bien servi le pays avec la remise des Légions d'honneur. Cette année, la principale cause de remise des médailles était pour bon service face à la crise du Covid et regroupait la session du 14 juillet qui n'avait pas eu lieu en raison des mesures sanitaires et la session du 1er janvier. 1229 promus ont défilé pour recevoir leur rosette. Mais qu'est-ce que la Légion d'honneur ? Tout d'abord, c'est la plus haute distinction française et l'une des plus connues dans le monde. Elle est remise au nom du chef de l'État aux citoyens les plus méritants dans tous les domaines d'actualité. Elle impose des règles, bien sûr. Tout d'abord, avoir la nationalité française et être honorable, ce qui veut dire un casier judiciaire vierge et une bonne dose de moralité. Je vais surtout m'appuyer sur cette dernière notion concernant les noms qui vont suivre. Je commencerai par l'ancien directeur de la DGSI et secrétaire d'État auprès de Christophe Castaner lors du mouvement des Gilets jaunes, Laurent Nunez. Il est désormais officier de la Légion d'honneur pour avoir bien servi le gouvernement Macron et réprimé la grogne populaire avec une violence inouïe. Du point de vue de l'Élysée, il a fait ce qu'on lui demandait de faire. Du point de vue du peuple, son honorabilité n'est pas au rendez-vous, vu les morts, les blessés et les condamnations injustifiées. Je continue avec celle qui est la star des plateaux télé, surtout des médias mainstream, je veux dire Karine Lacombe. Elle est chef des services de l'hôpital Saint-Antoine et professeure en infectiologie à Sorbonne Université. Elle est aussi l'ennemi juré du professeur Didier Raoult et surtout en étroite collaboration avec les laboratoires pharmaceutiques tels que AbbVie et Gilead, pour ne citer que ceux-là, dont elle touche des rémunérations. Cela implique forcément un sérieux conflit d'intérêts et ne rend pas sa parole honorable aux oreilles du public, mais la rend audible dans les hautes sphères de l'État. Pour service rendu face à l'épidémie du Covid, elle a reçu le titre de chevalier de la Légion d'honneur. Je finirai par Christophe Fanichet, le PDG de la SNCF Voyageurs, qui lui aussi a reçu sa breloque pour service rendu, pour son soutien logistique dans le transport de malades sérieusement touchés par le virus, que les capacités hospitalières françaises ne pouvaient supporter, vers des hôpitaux européens. Son honorabilité n'est certes pas remise en cause, mais il n'a fait que son travail comme les infirmières, les caissières de supermarchés, les routiers et nombre de Français qui, eux aussi, ont rempli leur mission, malgré les risques encourus. Cette décoration est dévoyée depuis longtemps et n'est là que pour mettre en avant beaucoup de personnes qui sont amies avec les gens de pouvoir. Elle n'a plus l'aura d'antan, qui récompensait ceux qu'ils méritaient vraiment. Le 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la nullité de la cagnotte Litchi créée pour soutenir le boxeur gilet jaune Christophe Détinger et demandé à ce que l'argent soit restitué à l'ensemble des participants. Je rappelle brièvement les faits. Le 5 janvier 2019, lors de l'acte 8 des Gilets jaunes, un homme d'1m92 en manteau et bonnet noir est filmé en train de boxer des CRS. Son intervention était destinée à protéger une femme qui était frappée au sol et gazée, alors qu'elle criait qu'elle était asthmatique et n'arrivait plus à respirer. L'agent frappé a obtenu 15 jours d'ITT, malgré l'armure et le bouclier qui le protégeaient. Plus tard, on retrouve ce même boxeur qui affronte une ligne de CRS harnachée comme à la guerre, et les fait reculer. Il frappe avec précision dans le bouclier et dans le casque d'un second CRS qui, lui, n'obtiendra qu'une ITT de 2 jours. L'homme disparaîtra dans la foule et sera recherché. Le lendemain, il se livrera après avoir posté une vidéo d'excuses et d'explications sur les réseaux sociaux. Il est aussitôt mis en garde à vue et présenté au procureur qui demandera son incarcération. Une cagnotte Litchi est mise en place le 6 janvier et rapidement la somme des dons s'envole pour atteindre 145 000 €. Devant l'engouement du public qui porte cet homme en héros, le gouvernement demande à ce que la cagnotte soit suspendue. Christophe Détinger a été condamné et a purgé sa peine avec beaucoup de dignité, mais jamais sa famille n'a obtenu la somme bloquée par la cagnotte Litchi. L'avocat, Juan Branco, a décidé de prendre l'affaire en main et de faire appel. Il a déclaré qu'il ne lâcherait pas l'affaire et ferait tout ce qui était en son pouvoir pour récupérer les 145 000 €, ainsi que les intérêts demandés, conséquence du blocage demandé par le gouvernement, se montant aux environs de 2 millions d'euros. Info de dernière minute, ce samedi 9 janvier 2021, des citoyens sont allés renommer la passerelle Léopold Sédar Senghor, qui s'appelle désormais passerelle Christophe Détinger. Ils ont aussi rendu hommage aux résistants blessés ou ayant perdu leur liberté dans le combat contre un gouvernement insensible à la détresse de son peuple. Patrick Balkany a été placé en garde à vue dans la matinée de mercredi pour détournement de biens d'un dépôt public, abus de biens sociaux et prise illégale d'intérêt. Il a retrouvé la liberté dans la soirée de ce même jour, a précisé le parquet de Nanterre. Sa fille, son gendre, comme son directeur de cabinet, ont également été visés par la même procédure, mais se trouvaient toujours en garde à vue, jeudi dans la soirée.
Une information de dernière minute m'informe que la fille de l'ancien maire, Vanessa Balkany, a été placée sous statut de témoin assisté et sous contrôle judiciaire, tandis que son mari a été mis en examen pour recel, abus de biens social et blanchiment aggravé dans l'enquête concernant la société Semalrep. La vie de l'ancien maire de Levallois-Perret est un peu une partie de Monopoly. Il va en prison sans passer par la case départ, attend un peu et ressort pour aller danser dans les rues de sa commune en tripotant les fesses des jeunes femmes. Il possède bien sûr dans ses cartes toutes les rues de Levallois-Perret et reçoit ses émoluments à chaque passage d'un participant au jeu. Il n'est plus le maire de la ville, mais les citoyens lui sont entièrement dévoués. Reste à savoir si avant de retrouver la prison, il va tirer la carte chance. Vous êtes libéré de prison. Car le parquet de Nanterre n'exclut pas une nouvelle incarcération. Qu'il profite de ce moment de liberté pour passer un maximum de fois sur la case départ. Le président sortant Donald Trump n'entend pas laisser sa place aussi facilement au futur locataire de la Maison-Blanche, Joe Biden. Il faut avouer que Trump ne laisse personne indifférent aux États-Unis. Il est autant aimé que détesté, et les résultats le prouvent, puisque les scores des deux candidats sont très serrés dans certains États. Ce qui a entraîné des scènes indignes venant d'hommes censés avoir ou devant gouverner le pays le plus puissant du monde. Des coups bas, dignes d'une cour de récréation. Le 6 janvier, les partisans d'extrême droite se sont rassemblés à Washington dans un ultime effort visant à mettre la pression sur le Congrès et sur le vice-président Mike Pence afin que celui-ci ne certifie pas la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle. Avant la fin du discours de Donald Trump, de nombreux manifestants sont entrés de force dans les locaux du Capitole où se déroulait la cérémonie. Ils ont investi des salles et des bureaux, saccageant et pillant tout sur leur passage. 5 personnes auraient été tuées selon les médias américains, mais à cette heure, aucune preuve n'a été apportée. L'ordinateur de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, aurait disparu. Un engin explosif serait même retrouvé au sein même du Capitole. Finalement, après plusieurs heures, les émeutiers ont quitté le complexe alors que la garde nationale arrivait en renfort. La session du Congrès a enfin pu reprendre à 20h et Joe Biden a finalement été déclaré vainqueur de l'élection par 306 voix contre 232. Il deviendra ainsi, le 20 janvier, le 46e président des États-Unis. Lundi 4 janvier 2021, le verdict concernant Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, est tombé. La juge britannique Vanessa Barretser a refusé l'extradition de l'Australien vers les États-Unis. Plutôt une bonne nouvelle, si cette même juge n'avait pas décidé de renvoyer Julian Assange dans sa cellule de la prison de Belmarsh. La raison invoquée est que le journaliste dispose d'un réseau de soutien puissant et elle ne voulait pas prendre le risque de le voir disparaître dans la nature avant la prochaine échéance judiciaire, alors même que le Mexique venait de lui proposer l'asile politique. Elle a aussi mis en avant ses antécédents, quand il avait profité d'une liberté conditionnelle pour se réfugier à l'ambassade de Colombie. Les États-Unis ont aussitôt fait appel après la décision de la juge britannique. Reste que le président Trump peut encore, dans un dernier sursaut, faire un ultime bras d'honneur à son successeur en graciant le journaliste australien. Affaire à suivre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.